Ok, c'est Black Market. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau talk. Et dans cette vidéo, on va faire la FAQ de l'Islande. Donc, tu connais, hein. Petit café, petit jus d'orange, tu te mets bien et c'est parti. Donc, il y avait pas mal de questions qui ont été posées par rapport à ce voyage-là. Donc, on va essayer d'y répondre un petit peu tous ensemble. Bah ouais, mamie, il y a une priorité. Comme je voulais casser un petit peu la monotonie du canapé, je me suis dit on va faire ça dans un lieu un petit peu différent. Et comme j'ai pas trouvé de lieu, je me suis dit je vais te mettre dans ma voiture et puis on va faire ça tout au long de la journée ensemble. Donc avant de commencer tout ça, faut savoir que j'ai récolté à peu près 86 questions à traiter pour ce talk là. Parmi ces questions, il y a certaines questions auxquelles je vais pas répondre tout de suite dans ce talk et je vais t'expliquer pourquoi. Donc par exemple, toutes les questions, tout ce qu'on emporte en road trip, comment est-ce que je fais pour filmer mes road trips pendant que je suis en voyage, comment est-ce que je gère un petit peu les recharges de batterie, les choses comme ça. C'est des questions auxquelles je vais pas répondre directement dans ce talk là, tout simplement parce qu'en fait, à la suite de cette vidéo, il y en a deux autres qui vont arriver et qui vont être vraiment axés sur ces questions-là. On va commencer par la catégorie, tout ce qui va correspondre en fait à la préparation du road trip en Islande. Donc la première question qui nous a été posée par Taisoa et qui demande combien de temps a pris la préparation de l'Islande. L'Islande, c'est un des road trips qui m'a pris le plus de temps à préparer. Ça a dû me prendre, je pense, à peu près 6 mois de préparation pour pouvoir faire ce road trip là. Ça va du trouver les meilleures périodes pour partir, trouver les meilleures routes pour pouvoir arriver à confectionner le meilleur itinéraire possible qui réponde à la fois au fait qu'on ait envie de faire pas mal de motos, pas mal de off-road, qu'on ait envie de visiter vraiment l'Islande dans son intégralité, ou en tout cas la plus grande partie possible de l'Islande, voir un maximum de paysages. À cela s'ajoute aussi donc toute la préparation des motos, réfléchir un peu à tous les cas de figure possibles, les pannes, les choses comme ça. Donc ouais, 6 mois au moins de préparation pour ce road trip là. Il y a Supercaster qui nous demande si l'itinéraire a été tracé de la même façon que mes talks explicatifs. Et en fait, les talks que j'ai fait sur ma chaîne qui expliquent comment tracer un road trip, c'est exactement la manière dont je me prends pour faire tous les road trips, Islande compris. Ensuite, question de Rage Again qui nous demande quelle préparation physique pour un tel trip. Comme je le disais déjà dans une ancienne FAQ, en fait, je fais pas mal de sport toute l'année. Donc il n'y a pas de, j'ai pas besoin de préparation supplémentaire. Comme c'est un voyage qui est un peu plus orienté off-road, si tu peux faire un peu de off-road avant de partir, surtout si tu n'en as jamais fait, là par contre je te conseille vraiment de t'entraîner un petit peu, peut-être de te payer un stage ou deux pour avoir les bases en off-road et en enduro, le placement sur la moto, les choses comme ça, parce que ça te sera hyper utile pour ton voyage en Islande directement. Deuxième question de Rage Again qui me demandait combien de kilos est-ce que j'ai perdu durant ce voyage. Pour ce road trip là, j'ai perdu 9 kilos, donc c'est beaucoup, mais après c'est facilement explicable en fait. Comme je fais beaucoup de muscu durant l'année, c'est une certaine hygiène de vie, je mange un certain nombre de fois par jour et tout, donc je stabilise toujours à un certain poids. C'est clair que de partir dans une aventure comme ça casse complètement mon rythme habituel et du coup mon corps va taper dans les réserves, va consommer énormément d'eau, donc je vais perdre beaucoup d'eau et du fait aussi que je mange complètement différemment en road trip et même beaucoup moins que ce que j'ai l'habitude de manger en général, donc c'est normal que je perde autant de poids durant un voyage. C'est à peu près ce que je perds à chaque road trip quand je pars. Ensuite, une autre question qui nous a été également posée par Rage Again qui demande comment a-t-on géré les tensions dans le groupe? Généralement, avant le départ, on en parle un petit peu et on se met d'accord. On se dit que voilà, s'il y a un problème, s'il y a quelque chose à dire à quelqu'un, plutôt que de laisser traîner le truc ou d'envenimer la situation, on se pose, on prend 5 minutes, on en discute, on n'élève pas le ton, on s'écoute et on essaye de régler le problème le plus rapidement possible. Ensuite, on a une question de HFGG. Comment a-t-on appréhendé les chutes qui sont inévitables? Écoute, comme je disais précédemment, on pratique l'enduro un petit peu en temps normal et on a tous déjà pratiqué un petit peu des sports similaires à ce qu'on fait là. Donc les chutes, on a l'habitude. Après, ça s'appréhende pas forcément, c'est-à-dire que on sait que ça fait partie du truc. Donc faut l'accepter et quand tu sens que tu vas tomber ou que tu es en l'air, il faut essayer de ratterrir le mieux possible au sol pour se faire le moins mal possible tout simplement. On va maintenant passer aux questions qui concernent l'équipement, la moto, le pilote et les partenariats. On va commencer par des questions sur tout ce qui va traiter du partenariat parce que je pense que ça intéresse aussi pas mal de gens. On a une question de Star qui me demande qui m'a contacté, Revit ou moi, et quel était le deal. Alors,
Concernant Revit, en fait, c'est eux qui m'ont contacté. Ils voulaient du coup monter un partenariat avec moi et nous a demandé quel trip on avait prévu cette année. Donc nous, comme on comptait partir en Islande, c'était nickel pour nous. Le deal, c'était le suivant. En gros, Revit nous équipait de la tête aux pieds, donc blouson, pantalon et bottes, pour le road trip qu'on voulait faire. Et en échange, je devais faire ce qu'on appelle du placement de produit dans la vidéo. Avant d'accepter, en fait, on a pas mal discuté de tout ça, comment ça allait se passer, comment faire et tout, parce que moi j'avais quand même certaines contraintes, certaines attentes vis-à-vis de ça. Je suis pas quelqu'un qui est fan du placement de produit pour faire du placement de produit. Le placement de produit en soi, c'est pas quelque chose qui me dérange du tout, à partir du moment où j'estime qu'il est bien fait. Et surtout qu'il est sincère. Si le produit c'est de la merde, ça m'embête qu'on fasse un placement de produit sur un produit qui répond pas aux exigences de ce pourquoi il a été conçu ou de ce pourquoi on l'a emmené. Donc là, en l'occurrence, on avait pas mal discuté avec Revit de ça. Moi, je leur ai expliqué un petit peu ma vision des choses. C'est-à-dire que je voulais que le placement de produit se fasse de façon naturelle et soit vraiment intégré dans la vidéo sans que j'ai besoin d'expliquer la fonctionnalité du produit ou sans qu'on ait forcément besoin de préciser que le produit fait bien son travail. Donc ça, c'était un petit peu mes contraintes. Et évidemment aussi, je voulais surtout avoir un équipement qui répond parfaitement à la situation dans laquelle est-ce qu'on allait se retrouver, donc de la pluie, du froid, de la terre, de l'eau, tous ces différents climats et types de terrain, et je voulais que l'équipement qu'on ait réponde vraiment à cette situation-là. Dernière contrainte, ça aussi c'était un truc qui me tenait vraiment à cœur, c'est-à-dire que tout ce que je produis sur ma chaîne YouTube, donc toutes les vidéos en road trip ou autres, c'est des vidéos qui sont authentiques, que ce soit dans ce qui s'est passé, dans notre attitude, et dans ce que je raconte. Il n'y a pas de trafic, il n'y a pas de... on grossit pas les situations, on n'invente rien. Et c'est vraiment quelque chose, un produit purement authentique, où il m'arrive d'ailleurs parfois de me livrer. Et je voulais vraiment que ça reste comme ça. C'est-à-dire que je voulais vraiment avoir la main libre sur ce que je produis et la main libre sur ce que je publie. Et ça, c'était vraiment hyper important. Et c'était même le plus important dans tout ça. Parce que voilà, le partenariat, c'est bien. Mais s'il faut travestir son travail pour pouvoir arriver à avoir des choses à l'œil, du matériel à l'œil ou certains avantages, moi ça m'intéresse pas. Je préfère mettre un billet sur la table, acheter mon matériel, faire mon road trip et c'est parti. Chose qu'on a toujours fait depuis qu'on voyage à moto, donc depuis pas mal d'années maintenant. Donc on est arrivé à un accord sans aucune difficulté parce qu'au final on était ok sur tous les points. On a signé un contrat par rapport à ça et voilà. Donc le deal c'était que nous passe du matériel gratos et à la suite de ça, on produisait du contenu autour de ce matériel-là dans notre voyage et on devait vivre avec l'équipement tout simplement dans la vidéo et tout au long du road trip. Je sais que c'est un sujet qui est assez tabou et qui pose parfois problème entre la personne qui crée du contenu et la personne qui regarde le contenu. Donc n'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu en as pensé, ce que tu en penses toi aussi de toutes ces histoires de partenariat. Mais voilà, moi, mon avis sur ça, c'est aussi simple que ça, d'une manière générale. Je pense qu'à partir du moment où le partenariat est sincère et qu'il n'y a pas de mensonge et que c'est fait d'une manière clean, moi, j'y vois aucun inconvénient. Ensuite, il y avait Azerty qui me posait la même question, donc plus généralement sur tous les partenariats. Donc, je vais en profiter pour en discuter avec toi du partenariat avec Enduristan, du partenariat avec Nex et du partenariat avec Heavy Duties. Concernant Enduristan, là c'est un peu différent, c'est moi qui les ai contactés. En fait à la base on avait prévu d'acheter du matériel Enduristan, on s'apprêtait à faire la commande et je me suis dit vas-y je vais quand même envoyer un mail, expliquer un petit peu la situation dans laquelle on est, l'idée de notre voyage et voir tout simplement s'ils étaient ok pour participer d'une quelconque manière à ce road trip là. Donc Enduristan avait bien accroché à notre projet et aux vidéos qu'on faisait. Donc ils ont souhaité participer dans ce road trip là. Et en fait, ce qu'il faut savoir par rapport à Enduristan, c'est que c'est du matériel qu'on a acheté de notre poche. On a réussi à avoir une bonne réduction parce qu'on a passé une grosse commande chez eux. Mais ça reste du matériel qu'on a quand même payé. Donc aucun souci avec ça, c'est très bien. Nous de toute façon ça nous arrangeait puisque de toute façon on avait prévu d'acheter du matériel chez eux. C'est du matériel qu'on a sélectionné nous-mêmes pour diverses raisons. Parce que de toute façon je connaissais déjà la marque et je savais déjà ce que ça valait. Donc il n'y avait pas de souci de ce côté-là et c'était parfait quoi. Ensuite concernant le partenariat avec Nex. Donc Nex en fait c'est un petit peu différent dans le sens où comme on partait en Islande avec 3 Africa Twin d'époque et les 3 mêmes motos d'époque, je me suis dit que ça serait pas mal d'ajouter une petite touche rétro à ce voyage là
Et j'étais parti sur l'idée de 3 casques avec un délire vintage, old school, et de pouvoir en fait les intégrer dans la vidéo. Et donc de la même manière, je me suis dit vas-y, on va leur envoyer un mail et on va voir un petit peu s'il y a moyen d'avoir quelque chose, soit une remise ou autre. Ils ont bien accroché au délire et ils nous ont directement envoyé une réponse en mode ok les gars, on aime bien ce que vous faites, dites-moi quel modèle vous voulez, quelle couleur vous voulez, vos tailles, on vous envoie ça direct. Donc là ça a été le partenariat le plus rapide que j'ai réussi à mettre en place. Donc Next nous a offert 3 casques pour le road trip et pas de contraintes particulières. Bon évidemment il fallait utiliser le casque pendant le road trip hein, mais ça coule de source. Dernier partenariat, donc c'est le partenariat avec Heavy Duties. Donc du coup pour eux le deal c'était ça, il y avait pas forcément de deal en fait, c'est ce qu'on a eu une remise sur la commande qu'on a passée chez eux directement. Donc ensuite, j'ai une question de David et de Vicky Barker qui nous demandent quel équipement nous avons choisi et pourquoi. Donc j'y réponds brièvement dans la vidéo parce que pour te donner la réponse tout simplement, mais tout ça on y reviendra vraiment dans un talk dédié juste après cette vidéo là. Donc les équipements qu'on a choisis avec Revit, ça a été les tenues Sen 3, donc veste Sen 3, pantalon Sen 3, des bottes H2O et des gants Revit de la gamme Adventure. Donc on a choisi ce matériel parce que pour nous, c'est ce qui correspondait le mieux à ce qu'on souhaitait faire en termes de road trip. Mais je tiens à préciser, c'est vraiment du matériel qu'on a choisi de notre côté et pas du matériel qui nous a été imposé. Je trouve ça important dans le sens où c'est du matériel qu'on utilise quand même dans des conditions assez extrêmes, si je puis dire. C'est important que je sois transparent par rapport à ça et que tu comprennes bien que c'est un choix qui est complètement délibéré de notre part et c'est pas quelque chose qui nous a été imposé. On a une question d'amateur de roues qui nous demande si on a tous le même package ou est-ce qu'on se répartit les affaires. En gros, bon, tout ce qui est vêtements et tout, forcément, chacun emporte ce dont il a besoin. Après, en termes d'outils et de choses comme ça, on va se répartir un petit peu les outils. Donc, c'est-à-dire que par exemple, là, en l'occurrence, comme on avait tous les 3 la même moto, on n'a pas besoin d'emmener 3 fois la même trousse à outils. Donc on se mettait d'accord sur qui emmenait quoi, histoire de pas trop surcharger les motos et de vraiment répartir le poids. On a une question de Sanchez qui dit « Quel est ton casque? Merci pour tes vidéos et le reste de ton contenu, ça influence des vies sans que tu ne t'en rendes compte. » Écoute, merci beaucoup Sanchez pour ce que tu viens de mettre, ça fait plaisir. Tant mieux si ça influence, j'espère dans le bon sens, mais en tout cas ça a l'air vu le sens de la phrase, donc merci beaucoup. Après concernant le casque, donc le casque c'est un Next XG200. Donc c'est des casques modèle vintage, rétro, mais ils ont de rétro et de vintage que vraiment l'aspect. Toutes les normes de protection sont les mêmes normes que n'importe quel casque que tu pourrais acheter aujourd'hui, que ce soit du Shoei, du Shark, ce que tu veux. C'est exactement les mêmes normes, donc au niveau protection, on est sur une protection d'aujourd'hui avec un style vintage. J'ai une question de Take a Ride on the Wild Side, t'as kiffé l'accent, qui nous demande combien de kilos de matériel nous emportons. Alors, moi sachant que j'ai tout le matériel vidéo, photo, moi j'étais à 55 kilos il me semble de matériel en tout sur la moto. 35 kilos sur la moto, donc sur le Tornado et sur les deux Blizzard pardon, et 20 kilos sur mon dos dans mon sac. Clément et Alexis c'est un petit peu différent parce qu'ils ont un petit peu moins de matériel à prendre, donc eux je pense qu'ils devaient tourner autour de 30-35 kilos répartis entre leur sac et la moto du coup. M. Rollistar qui me demande quel est mon GPS. Je vais en même temps coupler cette question avec la question d'après de Théo Le Roland qui me demandait comment est-ce que j'ai fait pour mettre ce tracé sur mon TomTom alors que c'est un tracé off-road. Du coup mon GPS c'est un TomTom Rider 400, donc il faut savoir qu'à la base c'est un GPS qui n'est pas du tout prévu pour le off-road. J'ai eu l'agréable surprise de voir que quasi l'intégralité des traces en off-road en Islande étaient disponibles sur ce GPS là. Donc à la base j'étais parti pour acheter un autre GPS et investir vraiment dans quelque chose de plus taillé pour l'aventure et le off-road, mais au final on va dire que 90% de mon tracé rentrait dans mon GPS TomTom et fonctionnait très bien. Donc j'ai lâché l'affaire pour ce road trip là, j'ai rien acheté de plus et je me suis contenté de naviguer avec ce TomTom là en Islande. Bon après tu as dû suivre les épisodes, donc tu as vu que le GPS m'a vite lâché. Malheureusement il a pris l'eau et il a arrêté de fonctionner, sachant que c'est un GPS qui est quand même à la base conçu pour être waterproof. Mais bon, c'est un problème connu sur ce GPS là, je suis pas le seul à avoir eu ce problème là, donc voilà, pas de chance pour moi, ça a lâché et on a dû continuer au téléphone et à la carte. Mais ça se fait très bien en soi, donc il n'y a pas de souci.
Ensuite, on a une question de Kylian Laurent qui nous demande si on a pensé à investir dans un kit Bluetooth ou autre. Concernant les kits Bluetooth, d'une manière générale, c'est pas quelque chose où je suis fan en voyage. Quand je pars en trip moto, j'aime bien être tout seul, que ce soit dans mon casque et que ce soit dans ma tête et sur la moto. Après, j'ai jamais essayé. Et pour être transparent avec toi, j'ai Senna qui m'a contacté et qui m'a envoyé 3 kits Bluetooth. On va l'emporter dans un prochain road trip qu'on va faire prochainement là. Et on va essayer ça. Après, à essayer, à voir ce que ça donne. Et peut-être que mon avis changera vis-à-vis de ce test-là. On va maintenant passer à la catégorie moto. Il y a plusieurs personnes qui m'ont posé cette question. Enzo, Maxity et Arsouille Bitume. Donc la question c'était la moto idéale pour ce genre d'expédition et quelle est la moto la plus fiable. Donc c'est une question qui est très difficile à répondre. En fait je pense qu'il n'y a pas de moto idéale pour ce genre de voyage là. Il y a certains critères à respecter quand même. Donc c'est-à-dire avoir une moto un petit peu typée off-road, un trail de préférence ou un gros enduro ou un enduro. Et avoir une grosse contenance en réservoir, des pneus adéquats et peut-être certains équipements sur la moto qui vont pouvoir protéger ta moto en cas de chute. Il n'y a pas de moto qui vont être vraiment mieux que d'autres. Chaque moto a ses avantages et ses inconvénients. Mais tu peux très bien partir sur une BM comme sur une Triumph Tiger, comme sur un vieux Transalp Honda, comme sur un Africa Twin ou un 500 XC préparé, un 690 Enduro. Toutes ces motos-là vont te permettre de vraiment voyager comme nous on le fait. Donc après c'est à toi de te renseigner en fonction de ce que tu choisis comme moto et de voir quoi faire pour pallier à ces problèmes-là. Après en termes de fiabilité, donc c'est pareil, c'est un petit peu difficile de répondre à cette question. Est-ce qu'il faut prendre une moto plus ancienne, une moto plus récente? Tu as des pannes que tu auras sur des motos anciennes que tu n'auras peut-être pas sur des motos récentes. Et à l'inverse, tu auras des pannes que tu auras sur les motos récentes et pas sur les motos anciennes. Nous concernant par exemple, je suis pas certain que si j'avais mis une KTM 1297 Venture au fond de la rivière, je suis pas sûr qu'on aurait réussi à redémarrer la moto du fait qu'elle soit blindée d'électronique tout simplement. Comment se comporte l'Africa Twin sur les différents terrains? Écoute, l'Africa Twin c'est une moto qui se comporte très bien sur n'importe quel type de terrain. On a eu l'occasion de faire de la route, de la terre, du sable, des pistes avec énormément de pierriers, de gros cailloux. Franchement, je suis agréablement surpris de cette moto. J'ai jamais réussi à la mettre en défaut. Et ce, peu importe le type de terrain. C'est une super moto qui a des inconvénients évidemment. C'est une moto qui est quand même lourde. Ensuite, j'ai Kiro qui me demande si on a testé nos motos avant de partir. Alors oui, on les a testés avant de partir, que ce soit en termes de mécanique ou en termes de toutes les modifs qu'on a pu apporter, pour voir un petit peu comment est-ce que l'Africa Twin se comportait en off-road, parce que c'était leur premier trip avec. Donc ils ont dû tester ça aussi de leur côté, histoire de voir comment est-ce qu'elles se comportaient. Mais oui, les motos ont été testées avant de partir. Julien Lucas qui me demande quels sont nos pneus sur l'Africa Twin. Les pneus qu'on a utilisés, c'est des Michelin Naki Wild. Donc c'est des pneus qui sont typés pour le off-road principalement. Ces pneus-là, c'est des très bons pneus, ils fonctionnent très bien. Ils s'usent un peu vite, mais les données que je peux te donner par rapport au trip que j'ai fait avec ces pneus-là, 12 000 km pour le pneu de devant et 6 000 pour le pneu arrière. Ensuite, j'ai Fabmas qui me demande le tarif et le kilométrage à l'achat de nos motos. Donc pour mes deux potes, je me souviens plus exactement. Moi, j'avais payé la mienne 2400 € pour 69 000 km. Mais la moto avait été entièrement refaite. Disque neuf, plaquettes, vidange fourche, vidange moteur, filtre à huile, filtre à air, tous les consommables neufs et entièrement révisés. Donc ça expliquait le prix un petit peu plus élevé, mais au moins je partais sur une vraie base. Ensuite, j'ai Nathan Bouillet qui me demande comment est-ce qu'on a appris à bricoler de la sorte. Bon, déjà, quand on voit les vidéos, on a l'impression qu'on est des experts mécaniques, alors que pas du tout, hein. On remet les choses dans son contexte, c'est pas du tout notre métier ou quoi que ce soit. Il y a tout simplement des pannes qu'on arrive à résoudre, parce qu'en fait, on réfléchit toujours de façon la plus logique possible par rapport à ce qui s'est passé. Donc on essaye de comprendre ce qui s'est passé pour comprendre la panne et savoir d'où ça vient. Et ensuite, il y a des choses qu'on sait faire, il y a des choses qu'on sait pas faire, tout simplement parce qu'on a déjà eu ce type de problème auparavant. Donc on essaye de le régler un maximum quand on y arrive. Quand on n'y arrive pas, on a des amis qui sont mécaniciens de métier et on passe un petit coup de fil et on voit ce qu'ils en pensent et s'ils arrivent à nous guider à distance par rapport au problème. Anthony Quéron qui me demande comment s'est passée la gestion de l'essence. Tu peux arriver à avoir une idée de ça quand tu prépares ton itinéraire, quand tu découpes ton itinéraire en différentes étapes. Il faut que à ce moment-là, tu sois capable de voir quelle partie va peut-être poser problème vis-à-vis de l'essence. Donc après, c'est à toi de prendre une nourrice ou de prendre des bidons d'essence pour pouvoir pallier à ce problème-là. Donc pouvoir transporter de l'essence supplémentaire sur ta moto
et pouvoir partir serein dans des situations comme ça. On va maintenant passer à toutes les questions concernant l'Islande à proprement dit, à ce road trip là. Donc première question qui nous a été posée par Anthony Quéron et qui demande période de l'année où nous sommes partis en Islande. Alors on est parti en Islande du 22 juin au 14 juillet. Ce qu'il faut savoir, c'est que d'une manière générale, si tu veux faire du off-road en Islande, tu es obligé de partir entre fin juin et septembre. Tu peux pas partir les autres périodes de l'année parce que toute la partie off-road sera fermée. Ce qu'il faut savoir en Islande, c'est que le off-road et toutes les pistes ouvrent en fonction du niveau des gués et de la fonte des neiges. Sur un site islandais que je pourrais mettre en bas dans la description, tu as les périodes avec des dates théoriques d'ouverture qui sont relativement fiables. Ça peut varier à un jour ou deux en fonction vraiment du contexte, du climat dans lequel on est en fonction de l'année. Mais en soi, tu peux te baser sur ça, il n'y a aucun problème. Mais dans l'idéal, si tu veux prévoir un road trip comme ça en Islande et partir, il faut que ce soit impérativement fait entre fin juin jusqu'à septembre. Ensuite, j'ai Kero qui nous demande la température moyenne en Islande. Alors, les températures en Islande, ça peut varier vraiment du tout au tout. Encore une fois, on est sur une île, ça souffle fort, donc le climat change hyper vite. Nous, on a eu, disons, entre 0 et 15 degrés durant tout le road trip. On devait frôler le 0 dans certaines parties de la nuit. Après, en journée, quand il y a du soleil et tout, ouais, je pense qu'on devait taper dans les entre 8 et 15 degrés vraiment pour les meilleures journées. Mais voilà, ça reste relativement froid. Si tu es équipé correctement, que tu as l'équipement adéquat et que tu as bien préparé le truc, il n'y a aucun souci. Ça gâche pas le road trip et t'es bien et tu peux faire tout ce que tu as à faire là-bas tranquille, il n'y a aucun problème avec ça. Ensuite, j'ai une question d'Emilien Chenet et Lorraine MRA. Donc j'ai couplé vos deux questions parce que ça se rejoint un petit peu. Emilien nous demandait le prix d'un tel voyage et Lorraine nous demandait le prix d'un tel voyage hors partenariat. Disons que déjà, concernant le transport pour aller en Islande en bateau avec ta moto, juste pour faire l'aller-retour sans avoir fait ton road trip en Islande, il faut déjà que tu comptes plus de 1000 euros. L'essence coûtait 1,70 € le litre. Donc j'allais dire que c'était cher, mais comparé à ce qu'on paye en France en ce moment, c'est la même chose, voire moins cher, malheureusement pour nous. Dernier point un petit peu chaud, c'est que si tu comptes prendre des hôtels ou si tu comptes manger au resto souvent, des choses comme ça, ça va te faire éclater la note clairement parce que tout ce qui est logement en Islande, c'est hyper cher. Moi quand je regardais de temps en temps, enfin au début en tout cas quand je commençais à préparer le truc, c'était à pas moins de 200 € les nuits, minimum. Donc ça fait vite gonfler le prix et pareil les restos c'est hyper cher. La nourriture en général est hyper chère là-bas. Donc là je suis en train de tout détailler mais je me rends compte que je t'ai même pas donné le prix. 3500 € en termes de prix hors partenariat. Et si on n'avait pas eu de partenariat en termes d'équipement, je pense notamment à Revit, je pense que ça nous aurait coûté 4500 € tout compris je pense. Ensuite j'ai Maxity qui me demande le pire souvenir lors de mes road trips. Il n'y a pas de mauvais souvenir en soi. Tous les road trips que j'ai fait, j'en suis toujours rentré indemne. Il y a eu 2 casses moteurs dans 2 road trips différents. Une fois au Stelvio en Italie et une fois du coup à la fin de l'Islande. Je dirais que c'est les deux mauvais souvenirs parce que du coup ça engendre de grosses réparations et un certain coût sur les motos pour pouvoir les remettre en route. À côté de ça, tous les road trips que j'ai fait, ça reste des super expériences. J'en garde des super souvenirs, aucun souvenir négatif. Et toutes les mauvaises situations dans lesquelles on a pu se retrouver, on s'en est toujours sorti, donc c'est très bien et c'est très bien comme ça et j'espère que ça va continuer. Après tous les problèmes d'ordre mécanique et autres, on s'engage dans des trips en moto qui incluent du coup beaucoup de mécanique et du coup la possibilité d'avoir des pannes, des casses et des choses comme ça. Tant pis si ça arrive, tant mieux si ça arrive pas. Dans tous les cas, le plus important c'est d'arriver à pallier à ces problèmes-là et à continuer d'avancer malgré tout et essayer de résoudre le problème. Enzo VZQZ qui nous demande si les kilomètres ne nous ont pas paru un peu longs. Pendant l'Islande, sur l'Islande en elle-même, sur l'île en elle-même, non, pas du tout. De toute façon, on signe pour ça. Les gens qui partent avec moi savent très bien comment ça se passe. Mais après, je t'avoue que l'aller-retour entre Paris et l'Islande, là c'est clair que si c'était à refaire, je le ferais complètement différemment. C'est-à-dire que faire de l'autoroute juste pour rejoindre un point A pour pouvoir commencer ton road trip, c'est pas ce qu'il y a de mieux. De toute façon, tu connais, tu sais très bien que l'autoroute de manière générale c'est hyper chiant en moto, en voiture aussi, mais bon, voilà. Donc s'il y avait un truc à modifier, ça serait ça. Je pense que je mettrais ma moto dans un camion
j'irai au Danemark en camion, je gare le camion, je prends ma moto et je vais directement en Islande sans avoir à tout me taper en moto directement. Ensuite, j'ai une question de Nathan qui nous demande comment est-ce qu'on gérait l'absence de nuit, la fatigue étant le seul repère. Donc c'est un petit peu déroutant au début, mais en fait, il prête pas forcément attention. Moi après, je sais que personnellement, mon corps et ma tête réagissaient d'une façon un petit peu étrange, dans le sens où j'avais beau être fatigué, tant que je voyais pas la nuit tomber, pour moi c'était toujours la même journée. Donc je t'avoue que c'est un petit peu compliqué. Quand tu es 2 semaines dans un endroit où il fait jamais nuit, en gros j'avais un petit peu l'impression d'avoir fait une énorme journée pendant 2 semaines. Après, comment est-ce qu'on le gérait? On le gérait pas forcément en fait, on le subissait pas non plus, mais ça se gère de façon normale, c'est-à-dire qu'on checkait l'heure et en fonction de l'heure qu'il était, on dormait ou pas en fait. Donc après, moi j'avais peut-être un petit avantage par rapport aux autres. J'avais une tente, quand tu la fermes, la tente évidemment, il fait nuit noire dedans. Donc même si je me mets en plein jour et que je me mets dans ma tente et que je ferme tout, je vois absolument plus rien. Donc pour moi c'est comme s'il faisait nuit. Donc je pense que ça c'était quelque chose qui m'a aussi un petit peu mieux aidé à dormir la nuit par rapport à Clément et à Alexis qui eux avaient des tentes où il faisait constamment jour dedans, quoi. Je fixais pas forcément de limite. La limite c'était surtout la fatigue en fait. Quand on était complètement crevé à plus pouvoir enrouler, on s'arrêtait et puis on dormait en conséquence pour pouvoir récupérer et repartir de plus belle. Ensuite, j'ai une question de Nicolas Accard qui demande quelle assurance est-ce qu'on avait et quel était notre forfait mobile. Alors, concernant le forfait mobile, faut savoir que l'Islande est en Europe. Avec la nouvelle loi sur le roaming et les données, il n'y a plus d'histoire de hors forfait ou autre chose comme ça. Tous les forfaits ont maintenant une certaine offre d'inclus pour pouvoir du coup continuer à communiquer dans les pays en Europe. Donc moi j'ai un forfait BNU et quand j'étais en Islande, il me semble que j'avais 15 ou 20 gigas de data offerts. Enfin, pas offert, mais inclus dans mon forfait. Donc voilà pour le forfait. Et concernant l'assurance, écoute, moi je suis chez la Mutuelle des motards. Concernant le problème que j'ai eu suite à ma casse moteur et à ma prise en charge un petit peu capricieuse, on va remettre les choses dans son contexte. Quand tu as besoin d'appeler ton assurance quand tu es dans un pays étranger, tu dois composer un numéro spécial. Ce numéro spécial te renvoie vers une plateforme qui n'est pas forcément celle de ton assurance directement. En l'occurrence, c'était ça. Je suis tombé sur une plateforme internationale et en fait, c'est eux qui m'ont pris en charge directement. Et je pense que la personne que j'ai eu au téléphone, c'est quelqu'un qui soit débutait dans le métier, soit n'avait clairement pas envie de faire d'efforts pour résoudre ma situation. Et quand je pétais un peu les plombs dans la vidéo par rapport à ce problème-là d'assurance, la manière dont je l'explique, c'était vraiment pour que tu puisses comprendre la situation dans laquelle je me trouvais à cet instant T. Mais maintenant, voilà, les choses se sont très bien résolues. La Mutuelle des motards a très bien fait le boulot. Et il n'y a rien à dire sur ce qui s'est passé par la suite par rapport à ça. Et je suis toujours chez eux, et je continue à payer toute mon assurance chez eux pour toutes mes motos. Et il n'y a pas de souci de ce côté-là. Ensuite, j'ai Take a Ride on the Wild Side qui me demande combien de jours d'ébattement marche prévoir pour ce genre de road trip. Alors, comme je le disais précédemment, pour se rendre en Islande, il faut compter 1 semaine. Donc 2 jours et 2 nuits pour y aller, 2 jours et 2 nuits pour revenir. Après, si tu veux faire un trip comme on a fait là-bas, il faut que tu prennes au moins, je pense, 14 jours. 14 jours, c'est bien pour faire ce qu'il y a à faire. Donc en tout, je dirais 3 semaines. Ensuite, j'ai Mode BBR qui me demande pourquoi l'Islande et qu'est-ce qui nous a motivés à aller là-bas. Alors l'Islande, en fait, c'est un choix personnel, tout simplement. C'est un pays qui m'a toujours attiré, et ce depuis tout petit. À force de voir des reportages, lire des magazines sur l'Islande, de voir des articles, des photos, des choses comme ça, je me suis toujours dit, un jour, il faut vraiment que j'aille voir comment c'est là-bas, parce que ça a vraiment l'air magnifique, il faut que je vois ça de mes propres yeux. Et en fait, en grandissant, donc la moto est venue se greffer à ça, j'ai vu qu'il y avait possibilité de pouvoir en faire là-bas et tout. Et ensuite la vidéo et la photo, donc tout ça couplé, ça m'a permis de pouvoir organiser ce road trip là. Et voilà pourquoi est-ce qu'on est parti en Islande, tout simplement. Un choix personnel et vraiment une destination magnifique à faire et à voir. Ensuite, j'ai une question de Rage Again qui me demande si ce road trip est envisageable en solo. Ce road trip là, au même titre que n'importe quel autre road trip, est envisageable en solo. Après, c'est vraiment pas quelque chose que je te conseille, dans le sens où d'une manière générale, un road trip ça reste quand même quelque chose de dangereux. Tu peux être sujet à plein de problèmes mécaniques, une chute, des choses comme ça. C'est toujours bon d'être à plusieurs. Là, dans ce genre de road trip là, comme c'est des road trips essentiellement off-road, t'es encore plus sujet aux chutes, plus sujet à avoir des problèmes de ce genre là. Donc ça peut se faire tout seul, mais c'est vraiment pas quelque chose que je te conseille. Après, j'ai une autre question. Alors je sais plus qui m'a posé cette question là, mais la question c'était quel a été le truc positif de ce voyage. Alors il y a eu pas mal de choses positives dans ce voyage, des choses qu'on ne voit pas au premier abord.
ou qu'on ne ressent pas durant le voyage, ni même tout de suite après. Mais d'une manière générale, j'ai envie de te dire que c'est un voyage qui nous a apporté une certaine maturité dans le voyage à moto en règle générale. On a dû faire face à beaucoup de stress, beaucoup de pression, beaucoup de problèmes. Et en fait, on s'est rendu compte qu'au final, malgré toute cette pression, malgré tout ça, on a réussi à gérer tous ces problèmes et à s'en sortir et à mener à bien tout ce projet et à pouvoir finir tout ce road trip. Donc déjà, disons que d'un point de vue assurance mentale et capacité, ça nous a apporté énormément. On est vachement plus serein dans les road trips qu'on entreprend maintenant et dans les nouveaux objectifs qu'on va pouvoir se fixer. Donc ça déjà c'est quelque chose de positif. Dans ce genre de road trip là, ça m'apporte aussi beaucoup personnellement, que ce soit sur mon attitude en général, sur comment je suis au jour le jour dans ma vie de tous les jours hors voyage. C'est le genre de voyage qui te remet un petit peu les pieds sur terre et qui te recadre en fait un petit peu directement dans ta vie de tous les jours. Le fait de te retrouver dans des situations comme ça un petit peu stressantes et tout, c'est forcément bénéfique au quotidien et ça t'apprend aussi d'une manière générale à rester plus cool dans les situations de tous les jours, moins t'énerver, plus avoir un esprit critique et réfléchi par rapport à différents problèmes que tu peux avoir. Et voilà, je pense que c'est une certaine ouverture d'esprit. Le voyage en général, hein, pas forcément le voyage à moto. Et du coup, ça apporte énormément de choses positives. Alors ensuite, il y a une question intéressante qu'on m'a posée. C'était pourquoi est-ce qu'il n'y avait pas d'arbres en Islande? Alors, c'est marrant qu'on me pose cette question parce qu'en fait, pour la petite histoire, il faut savoir que l'explication sur le fait qu'il n'y ait pas d'arbres en Islande, c'était prévu que je la donne dans un des épisodes. J'avais fait une voix off sur ça et tout, et c'était déjà calé dans l'épisode et tout. Mais au final, je l'ai retiré parce que les images qui étaient là pour illustrer mon propos, je trouvais que ça collait pas forcément avec la situation, donc je me suis dit que j'allais enlever ça. Mais du coup, pour la petite histoire, en fait, il faut savoir qu'en Islande, à l'époque, c'était donc des terres vikings. Et en fait, par rapport à leur mode de vie, donc le fait qu'ils aient besoin de construire des maisons, utiliser du bois pour se chauffer, utiliser du bois pour les enclos, pour le bétail et toutes ces choses-là, ils ont fini par arracher tous les arbres qu'il y avait en Islande, tout simplement. Et ils n'ont pas laissé le temps aux arbres de repousser. Donc voilà pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'arbres en Islande. Et pour pousser un petit peu le truc, j'avais fait quelques recherches sur ça et j'étais tombé sur un article intéressant. Alors à prendre avec des pincettes parce que je ne sais pas si ça s'est fait ou pas tout simplement. Mais il était question à un moment donné d'un partenariat entre la France et l'Islande pour que la France puisse exporter certaines espèces d'arbres en Islande et les replanter là-bas, pour créer un espèce d'herbier vivant géant en fait, pour pouvoir préserver certaines espèces d'arbres. Donc je sais pas si ça s'est fait ou pas, mais en tout cas je trouvais l'idée plutôt cool et intéressante. Donc voilà. Ensuite, question de Quentin Ollinger qui me demande qu'est-ce que j'améliorerais si je devais y retourner. Je ne referais pas le trajet aller-retour directement en moto. Je mettrais tout dans un camion et je le ferais directement en camion, tranquillement. Et un deuxième truc, je pense que je partirais moins chargé. J'ai emmené trop de choses encore. À chaque fois, je le fais en road trip et c'est toujours un éternel problème, mais je travaille sur ça. Mais j'emmène toujours trop de choses. Et même si le poids sur la moto n'a pas été quelque chose de très dérangeant en soi, moins t'as de poids, mieux c'est, quoi, tout simplement. Donc. Ensuite, j'ai une question de Guillaume Léché qui me demande si on refait l'Islande, est-ce qu'on ferait des étapes journalières plus courtes et à durée limitée? À la base, ce que j'avais prévu, je pense que ça serait passé. Le seul problème, c'est que comme tu as pu le voir, avec toutes les galères qu'on a eues, on s'est mis dedans directement et on a pris un retard monstre. Au premier abord, je ne ferais pas forcément des étapes plus courtes, mais maintenant qu'on a vécu ce road trip là et qu'on a vu que parfois la chance pouvait ne pas du tout être avec nous et qu'on pouvait vraiment enchaîner les problèmes, je dirais que ouais, je pense que je ferais des étapes plus courtes, ne serait-ce que pour pouvoir laisser place à ce type de problème là et avoir moins de pression pour pouvoir les régler, tout simplement. Ensuite, j'ai une question de Spawn Rider qui me demande les démarches administratives pour pouvoir aller en Islande. C'est très simple, il n'y en a pas. Tu es dans l'espace Schengen, donc tu peux rentrer tranquillement en Islande comme tu veux. Une carte d'identité, un passeport, c'est le minimum et il n'y a aucun souci pour y aller et ni pour en revenir, d'ailleurs. Kylian Laurent qui me demande de résumer les coups durs physiques et mentaux de ce voyage. Les coups durs physiques et mentaux de ce voyage, pour moi, c'est un petit peu la même chose. Je dirais les pannes à répétition et la fatigue, tout simplement. Le plus important, c'est d'accepter le problème et vraiment de réfléchir par rapport à ça et de rebondir le plus vite possible et de se remettre en condition pour essayer de le régler. Le problème, une fois qu'il est là, il est là. Il ne faut pas se laisser abattre
il faut composer avec et il faut essayer de trouver les meilleures solutions dans un temps imparti pour pas que ça impacte trop sur le voyage. Et tout ça, bah, c'est une question d'attitude et question de force mentale. Et forcément, bah, ça se travaille au fil des années, au fil des expériences que tu peux avoir en voyage. Ensuite, j'ai Émile qui me demande si la fatigue, les pannes, les heures de conduite, est-ce que tout ça, ça n'a pas un petit peu gâché le road trip? Non, pas du tout, ça n'a rien gâché du tout. Ça fait partie du voyage. Comme je le disais précédemment, on en est conscient avant de partir. Bon là, même si c'était un petit peu excessif, je te l'accorde. Ça fait partie du voyage. Et si je devais refaire ce trip de la même manière, avec les mêmes problèmes, la même équipe, les mêmes motos, tout exactement pareil, donne-moi un stylo, donne-moi la feuille et je signe tout de suite, il n'y a aucun problème, j'y retourne, avec plaisir. On est dans un cadre absolument magnifique, hors du temps, et ça surpasse absolument tous les problèmes que tu peux avoir dans un trip comme ça. À partir du moment où tu arrives à avancer, même si tu n'avances pas à la cadence que tu voudrais, t'en prends tellement plein les yeux et c'est tellement magnifique que ouais, t'en oublies en fait tous les problèmes du quotidien durant ton road trip. Moi, au jour d'aujourd'hui, quand on me demande comment est-ce que c'était l'Islande, j'ai encore vachement de mal à poser des mots sur cette destination-là et sur ce pays-là. J'ai plutôt tendance à te dire, tiens, vas-y, je te file un lien, regarde les vidéos et fais-toi ta propre idée parce que je suis incapable de t'expliquer ce qu'est l'Islande en fait. C'est hyper compliqué, il faut vraiment le vivre pour comprendre. Pour répondre à ta question, non, ça n'a pas gâché, ça a impacté le road trip, forcément, mais ça n'a rien gâché du tout dans le voyage. Ensuite, j'ai plusieurs questions de Rage Again qui me demandent s'il y a un déchirement lors du départ. Est-ce qu'on a une petite forme de mort lors du retour? Est-ce que ça s'estompe le lendemain? Est-ce que là, ça fait place à la nostalgie? Et tout ça. Alors, c'est un peu délicat à te répondre parce que c'est quelque chose où j'ai pas forcément l'habitude ni l'envie de parler face caméra. Si tu as regardé tous les épisodes, je pense que tu as dû voir qu'il y a certains passages de voix off où je me confie un peu plus que ce que j'ai l'habitude de faire. Donc est-ce qu'au départ il y a un déchirement? Oui, il y a un déchirement. Le fait que tu quittes ta famille, tu quittes tes proches, tu quittes ta copine si tu en as une, tu quittes ton animal de compagnie si tu en as un. Donc déjà le déchirement il se fait là. Tu sors de ta zone de confort. En plus de ça, on part dans un road trip moto. Donc on a beau retourner le sujet dans tous les sens, on va pas se mentir, ça reste quelque chose de dangereux. Et le road trip et la moto, il y a forcément un pourcentage de chance qui fait que bah, tu peux très bien ne pas revenir chez toi du tout. Donc c'est aussi à prendre en compte. C'est une triste réalité, mais voilà, il faut en avoir conscience. Donc déjà pour toutes ces raisons-là, ouais, il y a un certain déchirement, la peur de ne pas rentrer chez soi, la peur ou la non-envie de quitter les gens que t'aimes. Il faut savoir qu'en fait quand je pars en road trip, les jours qui précèdent le départ, je sais pas pourquoi, mais il y a une certaine négativité qui m'envahit en fait. Il y a tous les problèmes du quotidien qui ressurgissent, des situations où j'ai mal agi, où j'ai pu faire du mal à certaines personnes, où j'ai pu être où j'ai pu agir d'une certaine façon que j'aurais pas voulu. Toutes ces situations-là ressurgissent, vont créer en fait un certain mal-être autour de tout ça. Et il arrive souvent même que j'ai plus envie de partir parce que ça me fout dans un mood catastrophique en fait, où je rentre presque dans une espèce de mini déprime. Mais à côté de ça, le road trip en soi, ça reste ma thérapie par rapport à tous ces problèmes, par rapport à toutes les questions que je peux me poser, par rapport à tout ça, parce que je vis des choses extraordinaires et puis ça me permet vraiment de pouvoir me recentrer à la fois sur moi-même et sur tous ces problèmes-là et de chercher des réponses à ces questions et d'essayer de comprendre pourquoi est-ce que j'ai pu agir comme ça et du coup d'essayer de régler un petit peu mes problèmes que je peux avoir dans la tête. Donc voilà, je voulais pas en parler, mais bon là je reste quand même assez flou sur ce sujet-là, mais voilà un petit peu si tu veux comprendre un peu le délire. Voilà ce qui se passe dans ma tête la veille d'un départ et voilà ce qui crée aussi un déchirement. Après d'une manière générale, ouais, la nostalgie s'installe assez vite. Me concernant, elle peut durer pendant des mois, voire même jusqu'au prochain road trip. Tout simplement parce que je redocumente tout le road trip en vidéo et du coup je me remets dans une période déjà vécue que j'ai énormément aimée et forcément la nostalgie me réenvahit et je revis le truc un petit peu en survolant parce que c'est par le biais de la vidéo et tout, mais voilà, ça reste un sentiment
qui parfois peut faire un petit peu de mal et au contraire parfois fait du bien parce que cette nostalgie-là va du coup me remotiver et me relancer sur un prochain road trip, trouver une nouvelle destination, trouver un nouveau délire, trouver de nouvelles traces et réorganiser en fait un trip nouveau en rebondissant sur l'ancien directement. C'était à peu près toutes les questions qu'on m'a posées concernant l'Islande. Donc j'espère que j'ai répondu à un maximum de questions que tu pouvais te poser. Si jamais il reste des flous, des questions auxquelles j'ai pas répondu, n'hésite pas à me le mettre en bas dans le box commentaire. Si je peux, je te répondrai directement en commentaire. Après, je le reprécise, mais il y a certaines questions qui sont pas traitées, c'est volontaire, parce qu'elles vont être traitées dans 2 prochains talks qui arrivent juste après celui-ci. Si jamais tu souhaites te procurer l'itinéraire de l'Islande, contacte-moi par mail directement. Il est en vente au prix de 39,99 € et c'est un pack qui comprend du coup les traces GPX, un PDF avec toutes les explications, toutes les infos nécessaires pour partir en Islande, un accès à une map privée où tu auras toutes les top routes, tous les spots qu'on a pu voir et photographier, tous les campings, toutes les stations-service et tout plein d'infos comme ça qui vont te permettre aussi de pouvoir mieux préparer ton voyage. Et en plus de ça, j'ai réussi à négocier un certain pourcentage avec certaines marques, donc si tu as besoin de t'équiper pour un road trip, tu pourras aussi avoir certains avantages si tu prends ce pack là. Il y a eu une certaine polémique par rapport au fait que je désirais mettre en vente mes itinéraires. Je me suis déjà pas mal expliqué en commentaire par rapport à ça, mais de toute façon j'y reviendrai dans une vidéo qui sera vraiment destinée à ça une fois que les itinéraires seront vraiment disponibles de façon automatisée sur mon shop. Donc si jamais tu veux te les procurer d'ores et déjà, tu peux me contacter par mail, on voit ça ensemble directement par mail. Et sinon de toute façon ça va arriver très prochainement. Concernant les vêtements, pareil, on est sur la fin, là ça va arriver. Je sais que ça fait un moment que je le dis, mais il y a eu pas mal de petits soucis à régler par rapport à ça. Des choses qui m'allaient pas, des changements de fournisseurs. Enfin bref, je t'épargne les détails, mais pareil, une vidéo sera dédiée à tout ce qui va être autour du vêtement. Voilà, ça arrive très prochainement et de toute façon, je manquerai pas de te tenir informé en temps et en heure, que ce soit sur les réseaux ou sur YouTube. Donc si tu as envie de te refaire l'intégralité de l'Islande, n'hésite pas à suivre le lien que je te mets juste en dessous et à te refaire les vidéos, à les partager avec un maximum de gens. Ça fait plaisir de voir de nouvelles personnes qui aiment ce qu'on fait, qui font des choses similaires à ce qu'on fait, de pouvoir échanger tous ensemble sur ces sujets-là. Donc je te laisse là et puis on se retrouve très prochainement pour un nouveau talk. Easy.